Salam ala Rasulullah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision Bonferré, ravi de vous retrouver cet après-midi du vendredi 26 janvier 2018 dans le cadre toujours de votre émission préférée Jeunesse Active, cette émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe de presse radio et télévision Bonferré. C'est avec un réel plaisir et avec le même plaisir nous allons vous servir dans la suite et la continuité de la thématique que nous avons abordée dans ce troisième numéro relativement à la question de la lecture, le scolaire nigérien et le livre. Il vous souviendra, les numéros antérieurs, nous avons passé en revue un état des lieux de la situation de la lecture, le rapport livre entre le scolaire, l'élève et le livre. Nous avons suivi le témoignage des différents bibliothécaires, le témoignage des docteurs, le témoignage des enseignants sur cette question de la lecture. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons revenir là-dessus. Nous allons voir dans ce numéro de votre émission les astuces pour une lecture efficace. Les astuces pour une lecture efficace. En d'autres termes, comment lire, comment profiter d'une lecture, comment déchiffrer les lettres d'un livre. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans ce numéro de votre émission. Alors, pour en parler toujours, je reçois sur ce plateau notre très cher docteur Sido Adamou, qui n'est peut-être plus à présenter, qui est un habitué avec nous. Nous avons commencé cette thématique. C'est le troisième numéro pratiquement. Docteur, salam alaikum. Alaikum salam. Et ravi une fois de plus de vous retrouver et merci d'avoir encore accepté d'être là. Merci. Dans le cadre de ce travail-là. Comme deuxième invité, je reçois Nabil Seydou. Il est documentaliste au niveau de la bibliothèque centrale universitaire de l'université Abdou Moundé Niamey. Nabil, salam alaikum. Merci également d'avoir accepté d'être là, de répondre à notre rendez-vous. Alors avec vous, nous allons permettre encore aux scolaires de manière générale de comprendre, de susciter en eux cet intérêt pour la lecture. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Alors docteur, avec vous, nous avons débuté, on a passé en revue les différents aspects, les différents contours qui sont relatifs à cette question du livre. Aujourd'hui encore, ça sera plus ou moins technique et didactique, permettre aux scolaires qui nous suivent aujourd'hui, parce qu'il ne s'agira pas de dire les gens ne lisent pas, il faut montrer aux gens, montrer aux scolaires comment lire, comment profiter d'une lecture aujourd'hui. Alors avec vous, tout de suite, quand on vous demande le livre, qu'est-ce qu'on peut comprendre par livre déjà? Donc, je pense qu'on va débuter avec ça. Ok, merci beaucoup. Merci indéfiniment aussi, vous aussi, de toujours nous associer par rapport à cette émission. C'est tout un honneur pour moi. Dire c'est quoi le livre, c'est tout simplement commencer par dire que c'est un document qui retrace plus ou moins des idées consignées par un auteur. Donc le livre se définirait en ce sens comme étant la matérialisation concrète du papier à travers lequel un auteur ou un groupe d'auteurs se sont décidés pour pouvoir inscrire ou transcrire, j'allais dire, de manière écrite leurs idées ou leurs réflexions par rapport à un problème donné quelconque de la vie. Voilà comment, un peu de manière amassée, on pourrait définir le livre. Alors tout de suite, on va aller de manière pratique. Alors le livre, quand on le prend, on voit un gros bouquin, un gros truc, on va dire. Alors ce truc-là, cette chose-là, comment le comprendre? Comment comprendre ces différentes facettes, ces différentes parties? Comment on peut faire comprendre aux scolaires que le livre a également des démembrements? Ok. Lorsque nous venons dans une bibliothèque, nous avons les rayons. Il faudrait regarder d'abord quelles sont les différentes catégories que vous avez. Certainement, il est plus spécialiste que moi. Il va parler. J'ai ici roman, j'ai ici essai, j'ai ici conte, j'ai ici mathématiques, j'ai ici physique. Moi, je sais ce que je suis venu chercher. Je suis venu chercher, voilà, je tombe hasardement sur ce livre-là. J'ai ici, dans ma main, Merveilleuse Afrique de Boubouama. J'ai ce document. En prenant cela, je me retrouve en face d'un ensemble de documents transcrits comme cela. Je regarde d'abord ce qu'on appelle la première page de couverture. Oui. C'est ça, ce côté.
j'ai ici, donc, par rapport au renseignement, j'ai 2 ou 3 éléments importants. Il y a d'abord le nom de l'auteur. Vous avez ici Boubou Ama. On y va. Ensuite, on a le titre de l'œuvre qui est Merveilleuse Afrique. Et vous avez en bas la maison d'édition. Ici, c'est mentionné République du Niger. Et ça, c'est une particularité des œuvres de Boubou. C'est que sur chaque œuvre, c'est accompagné de la mention République du Niger. Oui. Alors, j'ai ça. Je regarde le dos, ou là, ici, ce côté-là, le rebord. J'ai aussi les mêmes données qui se reprennent. Maintenant, j'ouvre ici, j'ai la deuxième page de couverture, sur lequel le plus souvent, ce sont les différentes indications. Après, lorsque vous tournez, vous avez déjà le titre encore qui revient. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à la bibliothèque, c'est surtout ce qu'on appelle la 4e page de couverture. La 4e page de couverture comporte un petit résumé, parfois ou 2 petits résumés. Non. Le premier petit résumé, ça comporte toutes les informations ou toutes les idées contenues dans l'œuvre. On donne ça en quelques 4-5 lignes. Ensuite, vous avez tout en bas une petite notice bio-bibliographique sur l'auteur. Si peut-être on va permettre de prendre ça. Je me mets ici. Camarade là, l'enfant noir, certainement c'est un roman que presque tous les scolaires connaissent. Voilà. J'allais les présenter. Si nous avions ça, on revient toujours sur les mêmes éléments. On a déjà le titre. Peut-être que pour certains, si vous ne connaissez pas Camarade Lai, la photo que vous avez ici pourrait vous intéresser. Moi je voudrais avoir des informations sur les enfants. Je vois quelque chose qui s'appelle l'enfant noir, automatiquement ça me tique, je le prends. J'ai fini avec ça. Voilà, il y a la 4e page de couverture, je vous ai dit. Voilà le petit résumé. Il dit, je ne pensais qu'à moi-même. Et puis, à mesure que j'écrivais, je me suis aperçu que je traçais un portrait de ma haute Guinée natale. Au-delà du récit autobiographique d'un jeune écrivain de 25 ans, l'enfant noir restitue dans toute sa vérité la vie quotidienne, les traditions et les coutumes de tout un peuple. Et regardez ce que dit l'éditeur. Il dit, un livre intemporel, plein de finesse et de talent, qui s'est imposé comme l'un des classiques de notre temps. Également, chez Pocket, Le Regard du Roi et Le Maître de la Parole. Donc, on a donné même les œuvres que l'auteur a eu à écrire. Oui. Et déjà, en ayant ça, ça pourrait m'intriguer. Je veux dire, mais puisque c'est devenu un classique de la littérature africaine, il faudrait quand même que je voie le contenu. Lorsqu'on va le voir peut-être plus en amont, lorsque par exemple la personne va prendre ce petit résumé, c'est là déjà, ce petit résumé qu'il y a ici pourrait déjà lui servir. Ça fait déjà 4 ou 5 lignes. Il note ça dans une partie de son cahier. Il a pratiquement toutes les informations sur le livre. Donc on le voit bien en termes de résumé. On a quatre parties essentielles dans le livre. On a la page de couverture. Nous avons la deuxième de couverture, c'est ça? Oui. Et la troisième de couverture qui est de l'autre côté, le dos. Et la 4e page de couverture. La 4e page de couverture. Voilà. Bien, alors celui qui rentre dans les rayons d'une bibliothèque, il doit tenir compte de toutes ces parties du livre. Oui, lorsque nous ne connaissons pas l'auteur, c'est les 2 éléments les plus importants que nous devrions savoir. C'est d'abord la première page de couverture, là où il y a le nom de l'auteur, là où il y a le titre de l'œuvre. Et maintenant, le petit résumé qui se trouve au niveau de la 4e page de couverture. Ces 2 éléments-là sont assez importants pour nous renseigner sur le livre. Dès que ça nous plaît, en prenant le petit résumé, je pourrais comprendre ce qui pourrait m'intéresser. Puisque je suis venu avec une idée de trouver quelque chose qui me permet de lire. Quand je tombe sur quelque chose qui m'intéresse, je le prends. Seulement, je voudrais dire quelque chose à nos amis lycéens ou collégiens. Il ne faudrait pas venir de la bibliothèque en disant, moi je veux trouver telle œuvre. Parce que lorsque vous venez avec ça, c'est bien d'avoir un objectif, de dire je veux ça. Je veux trouver par exemple Camarade Lai, l'enfant noir. Mais lorsque vous partez et que vous ne trouvez pas l'enfant noir, ne vous dites pas que c'est fini. Il y a plein d'autres auteurs qui ont écrit. Allez vers ces auteurs-là, prenez-les et allez lire. Malheureusement, ce qui nous arrive le plus souvent, c'est que quand les gens vont là-bas, ils se disent que l'œuvre que j'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée, ils ne s'intéressent plus à d'autres œuvres. Ce n'est pas évident que vous puissiez trouver l'œuvre. Il se peut que c'est sorti, il se peut que c'est épuisé, il se peut que la bibliothèque n'a jamais commandé ça. Donc, pour ne pas perdre le fil de votre lecture, il suffisait tout simplement de vous intéresser justement à ce que je vous ai dit tantôt et de lire peut-être les petits trucs que vous avez trouvés. Et automatiquement, vous prenez votre document. Vous le lisez à l'instant, vous avez déjà
toutes les idées contenues dans l'œuvre, vous la ramenez si ça vous intéresse. Voilà. Là, on vient de voir les différents. Alors, il y a des livres aussi dans lesquels on retrouve parfois ce qu'on appelle la note de l'éditeur, ou même le sommaire ou l'introduction. En termes de lecture, est-ce que tous ces aspects doivent aussi intéresser forcément le lecteur? Oui, surtout si, par exemple, la préface. Parfois, c'est la préface qu'on utilise. Si la préface n'est pas aussi grande, on peut s'intéresser pour voir quelle autorité littéraire ou quelle autorité intellectuelle a eu à préfacer cette œuvre. De toute façon, on sait que lorsque nous écrivons, nous avions quand même besoin du parrainage de quelqu'un pour nous mettre sous ses ailes. Si c'est quelqu'un de très intéressant, à partir de là déjà, ils peuvent déjà situer l'œuvre par rapport au courant. On se serait retrouvé par exemple avec l'anthologie de la poésie négro-africaine qui a été écrite par Senghor. On se serait retrouvé avec l'Orphée Noir qui a été rédigé par Jean-Paul Sartre. On trouverait ici déjà une autorité intellectuelle, une sommité de la littérature qui a dû préfacer l'œuvre. Ça veut dire que ce n'est pas de l'amusement comme on dit, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce sont des éléments vraiment qui peuvent nous donner des informations. Vous trouverez par exemple dans pratiquement toutes les œuvres de Boubou, il y a toujours un document, un petit résumé qui accompagne, ou une petite préface qui accompagne toujours, ou un avertissement d'ailleurs. Il y a l'avertissement, il y a la préface, ou différentes notes, on peut trouver aujourd'hui ces derniers temps, notes de l'éditeur, pour orienter plus ou moins le goût du lecteur dans le cadre du choix des documents. Bien. Alors, merci. Je vais Nabil, pour venir à vous, je pense que c'est votre domaine, le livre. Oui. Vous êtes documentaliste au niveau de la bibliothèque centrale universitaire. Alors, la bibliothèque, on va parler de la bibliothèque. Alors, le scolaire ou bien le lecteur qui vient à la bibliothèque, quel doit être son premier réflexe, la conduite à tenir dans une bibliothèque? Merci pour l'honneur que vous faites à la bibliothèque de venir exprimer le quotidien que nous vivons. Voilà. Donc, le docteur a eu à dire, je suis vraiment impressionné, il a vraiment beaucoup dit, il est spécialiste d'ailleurs. Je pense bien qu'il peut avoir une place chez nous, donc s'il le veut bien. D'accord. Donc, sur ce, il avait parlé, vous parlez du réflexe du lecteur. Voilà. Donc, pour ceux, dans la bibliothèque, bon, pour ce qui est des bibliothèques universitaires, donc, on a ce qu'on appelle les catalogues ou bien les instruments de recherche dans notre jargon. Donc, ce sont des outils qui permettent au lecteur de retrouver le document dans la bibliothèque. Selon que la bibliothèque soit en système de rayon fermé ou bien de rayon ouvert. Le rayon fermé, c'est quoi? C'est-à-dire que le lecteur vient, il y a une barrière entre lui et les documents, et la salle de stockage des documents. Il s'adresse là au bibliothécaire, à l'agent qui est là, responsable du prêt. Il lui dit ce qu'il veut comme document, et puis c'est à lui d'aller chercher le document pour lui. C'est ça le système de rayon fermé. Et là, avant même d'aller chez le spécialiste, il y a des instruments qu'on a mis à leur disposition. Dans le temps, il y a ce qu'on appelle le catalogue manuel. Donc ce sont des coffres où on a des petites notices bibliographiques, juste des petits bouts de papier qu'on a mis, ou qui comportent toutes les informations sur les documents que la bibliothèque possède. D'accord. Donc la notice bibliographique, en fait, c'est comme une sorte de carte d'identité pour le document. Donc il y a toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Toutes ces informations que le docteur a eu à citer sont sur ces notices bibliographiques. Donc ce sont dans le catalogue. D'accord. Le lecteur, quand il vient dans la bibliothèque, généralement directement, il se dirige pour celui qui est venu lire, parce qu'on a plusieurs types de lecteurs. Il y a des lecteurs qui viennent pour réviser leurs cours, les notes qu'ils ont prises au moment des cours, ou bien qui viennent pour consulter les documents dont la bibliothèque dispose. Et là, ceux qui viennent pour consulter, ils sont au niveau de la salle de lecture. Tout le monde a accès à la salle de lecture. À la salle, bien. Oui. Donc là, pour ceux qui veulent bien lire les documents que la bibliothèque met à leur disposition, c'est ce que je disais tantôt, on a le catalogue. Donc il part, il recherche les documents qui sont classés par un ordre, soit alphabétique, auteur, par mot matière,
ou bien non géographique et tout ce qui s'ensuit. Ok. Ça, c'est purement technique. D'accord. Quand il trouve ce document, il prend les références et puis il l'amène au niveau du spécialiste qui va dans le magasin pour lui chercher le document. Toujours dans le système à rayon fermé, Oui. une innovation, on a mis en place des micro-ordinateurs connectés à un serveur dans lequel on a notre base de données. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on a sous format numérique tout ce qui est dans les catalogues manuels qu'on tirait les petits tiroirs pour ceux qui sont habitués à la bibliothèque, surtout les anciens. Voilà. Donc, toutes ces notices bibliographiques sont représentées aussi dans le catalogue informatisé. Ok. Donc là, et tout ceci se passe dans une autonomie totale du lecteur. C'est ça? Il part, il tape, par exemple, là c'est plus facile pour le lecteur parce que là il suffit qu'il tape les premières lettres du nom de l'auteur ou bien du titre du document qu'il veut. Il tape sur entrée. Il a une multitude d'informations dans laquelle il va choisir ce qu'il veut réellement. Oui. D'accord. Donc dans le système, on a un autre système, donc le système à rayon ouvert. Donc là, la salle de lecture est confondue au rayon. D'accord. Tu pars, tu es autonome, tu cherches le document que tu veux, le lecteur part dans la bibliothèque, il tourne. Et puis, il y a des signalétiques. Donc, tout à l'heure, le docteur parlait de l'emplacement. Donc, on a un système de signalétique. Oui. Donc, ce sont des étiquettes qu'on met pour dire telle zone est réservée pour tel domaine. Des lettres humaines aux sciences exactes et tout ce qui Mais là, on comprend, les documents sont classés par catégorie. Exactement, par catégorie, n'est-ce pas? Donc là, le lecteur, il est vraiment autonome, il part, il cherche le document lui-même, il se vient à sa place et puis il se met à lire. Ok. Voilà. Mais là, est-ce que là, on peut dire, quelqu'un peut se lever comme ça, partir dans une bibliothèque sans savoir réellement ce qu'il part faire? Il faut qu'il arrive là-bas avant de d'abord savoir le livre qu'il est venu chercher. Ou bien il faut d'abord avoir une idée du document qu'on veut avant de se rendre dans une Tout dépend de ce que le lecteur veut en réalité. Parce que si je vous parle, quand je disais que nous avons innové en mettant en place une base de données qui comporte toute la documentation dont nous disposons. D'ailleurs, on est même allé loin. On a créé un catalogue collectif de toutes les bibliothèques de l'université et au-delà du Niger. D'accord? Donc, maintenant, à partir de ton téléphone portable, ton smartphone, si tu as la connexion, on a hébergé nos serveurs et notre base de données sur des serveurs externes. Là, donc, ça veut qui est dire sur Internet. Tout ce qu'on retrouve comme document physique dans les rayons, on peut le retrouver sous format numérique. Sous format numérique, mais pas le document dans l'intégralité. Ok. Pas en full texte. Donc, juste la notice bibliographique, juste les informations qui comportent le titre, le nom de l'auteur, le lieu d'édition, l'année d'édition, et puis la localisation qui est très importante parce que tu peux te connecter et puis voir un document qui t'intéresse. Ok. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ce document-là existe dans la bibliothèque où tu vas? Ok. Donc là, si tu regardes un tout petit peu en bas, tu vas voir la localisation. La localisation, c'est là où le document-là se trouve. Tu peux décider, toi tu es un étudiant de l'université, et puis tu voudrais faire des recherches sur comment on appelle ça, les mathématiques par exemple. Maintenant tu as un auteur bien défini, tu tapes dans la base de données. Maintenant tu as les résultats. Le document là peut ne pas se trouver dans une des bibliothèques de l'université, mais au CCFN par exemple. Ok. Donc là, avec les informations qu'on a mis en place, la localisation notamment, donc tu sais que pour ce document là, tu vas le trouver au CCFN et puis c'est un gain de temps. Ok, Voilà. ok. Là, on vient de le comprendre. Bien, on va évoluer. Amis téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la télévision Bonferré, vous qui nous prenez en main, sachez que vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Aujourd'hui, encore une fois de plus, il est question des livres, particulièrement comment lire. Comment lire, comment comprendre un peu les différentes parties d'un livre, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui avec nos invités. Docteur, je reviens à vous. On va rentrer de plein pied dans le sujet. Comment lire? Comment lire? Quand on dit comment lire, aujourd'hui, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier. Vous rencontrez un élève ou un étudiant, il dit la question de la lecture, c'est une question de temps. Comment organiser son temps de lecture? Il faut donc savoir qu'il faut toujours savoir maîtriser sa lecture. C'est-à-dire que si nous faisons la remarque, nous constatons que pratiquement nous lisons tous mal. À travers quoi? À travers le fait que lorsque vous faites un certain nombre de pages,
vous n'avez pas de souvenir de ce que vous avez lu. Ça veut dire que vous n'avez pas du tout maîtrisé ce que vous êtes en train de faire. Dans le cadre du bien lire, les spécialistes parlent par exemple de la position du corps. Lorsque nous sommes par exemple dans notre lit, ou bien lorsque on est dans les canapés et autres, il est très facile de dormir. Et d'ailleurs, certains ont comme bon somnifère le livre. Dès qu'ils prennent, ils savent qu'ils ont sommeil. Alors, pour éviter cela, on ne demande pas aux gens d'être soit au lit ou dans les fauteuils. Si vous n'êtes pas habitué, ne commencez pas. Cherchez une chaise, calez votre pied à un arbre ou au tronc des piliers de votre hangar, vous mettez votre livre. N'oubliez pas aussi la position du cou. Il ne faudrait pas qu'on ait des torticolis après. Il faut ensuite avoir un contact des mains avec le livre. Ça, c'est les premières démarches. C'est la position du corps, on dit. Il ne faut pas être dans un lit pour ne pas dormir. Il ne faut pas être dans un fauteuil ou dans un canapé. Mais il faut tout simplement être dans une chaise, dans une position qui ne vous permettra pas de dormir. Non, on ne peut pas voir quelqu'un étant couché pour dire je suis en train de lire. Il y en a, ceux qui sont habitués, qui ont déjà fait de ça leur habitude. Mais lorsque vous commencez, il faut éviter ces choses. Si vous le faites, c'est que vous risquerez toujours de vous retrouver parfois le livre sous votre tête ou le livre en dessous de votre corps. Donc, mieux vaut trouver vraiment une position qui vous permet d'être assez à l'aise, surtout dans une chaise, confortablement assis. Vous prenez votre document. Maintenant, par rapport au temps, c'est qu'il faut se dire qu'il n'y a aucun temps pour la lecture. On peut lire debout, assis, couché, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un temps précis au cours duquel tu vas dire non, moi je vais lire maintenant. Mais simplement, c'est de savoir organiser son chronogramme. Quel est le temps au cours duquel moi je peux considérer par exemple que je suis libre pendant à peu près 15 minutes. Les spécialistes vous conseilleront 2 éléments. Ils vous disent par exemple, la matinée de bonne heure, avant de sortir de chez vous, prenez votre document. C'est-à-dire que vous vous préparez très tôt, vous prenez votre document pendant 15 minutes, vous lisez, vous sortez, vous rentrez. Vous revenez la soirée avant de dormir, vous faites encore 15 minutes. Ça fait combien de minutes? Ça fait 30 minutes de la journée. Nous, par exemple, au niveau des étudiants, il y a par exemple l'accueil de resto. C'est un bon moment pour pouvoir lire. Au lieu de rentrer dans des débats ou des futilités, c'est une occasion de profiter. Pour les dames, pendant la cuisine, c'est un bon moment. Alors, docteur, l'accueil du resto, avec la faim, est-ce qu'on peut lire, comprendre quelque chose? Non, il faudrait savoir ce qu'on veut aussi. Peut-être qu'il faut compenser ces choses. Lorsqu'on lit, parfois on n'est pas obligé de sentir de cette faim. C'est comme lorsque vous êtes en train de regarder un film. On sort de la réalité. C'est-à-dire que la pesanteur, le corps n'a plus cette pesanteur où nous allons sentir forcément la faim. Et c'est pour qui la lecture est un somnifère, on va dire? Malheureusement, pour eux, il faudrait leur dire tout simplement de ne pas se coucher dans les lits. Et de ne pas être dans les lits en fait. Parce que lorsque vous vous couchez confortablement, vous donnez l'opportunité au sommeil de vous prendre. Ah oui, on le voit, les gens qui le disent, quand ils veulent dormir, que le sommeil ne vient pas, il faut prendre un livre. Il faut prendre un livre. Oui. Donc il faut faire attention à sa tête. Il faut avoir les bras et les mains relâchés pour ne pas créer, comment est-ce qu'on appelle, des endolories aux muscles. Et de temps en temps aussi, se lever pour aller faire quelques promenades. Maintenant, le deuxième aspect, il faut avoir un intérêt. Il faut se fixer des objectifs de lecture. Oui. Pour toute lecture, il faut se choisir par exemple l'intention. Qu'est-ce que moi je veux exactement? Si je veux par exemple du loisir et de la détente, je me dis que les meilleurs moyens, c'est les romans, c'est les jeux. Si je veux m'informer, l'acquisition par exemple des nouveaux savoirs, pour les étudiants, il y a des documents spécialisés dans leur domaine, ils peuvent aller les consulter pour pouvoir approfondir les notices bibliographiques ou les cours que les enseignants ont donnés. Vous savez qu'au bout de chaque cours, l'enseignant donne des références bibliographiques qu'on demande aux étudiants d'approfondir. Il n'est pas forcé de dire qu'on va trouver toutes les œuvres, mais il faut trouver, même si ce sont des titres approximatifs. C'est-à-dire que toutes les informations complémentaires qui peuvent vous donner des connaissances sur ce que vous êtes en train de faire est intéressant. Maintenant, on peut aussi s'informer. C'est là où, par exemple, intervient la lecture des journaux, la lecture des magazines. Lorsqu'on est à un début de lecture, on devrait être comme un fou. Je ne leur ai pas dire fou qui va ramasser des ordures, mais il faut être un fou qui, même quand il trouve un bout de papier sur la rue,
il le prend et il le lit. Alors, on ne sait jamais où on peut trouver l'information utile. Bien, avant ça, on va revenir un peu à l'aspect temps. L'étudiant ou l'élève qui a son emploi du temps de l'école. Matin, il part au cours, le soir, probablement, il reçoit aussi la cour. Il revient, il a des révisions à faire. Alors, comment il doit organiser son temps pour pouvoir, ne serait-ce arriver à lire un roman par semaine, 2 romans chaque 2 semaines, comme ça? Généralement, c'est la question qui revient. Je n'ai pas le temps pour lire. Cela paraît simple. Hein? Il faut avoir un calendrier. Si je sais que j'ai 10 matières, si je révise par exemple 2 matières par jour, il va me rester combien de jours? Il me restera au moins 2 jours dans la semaine. Oui. J'ai le samedi et le dimanche au moins où je ne vais pas au cours. Ou tout au moins le dimanche où je ne vais pas au cours. Je suppose que par exemple ma journée du dimanche, je pourrais la consacrer du moins à mes lectures. Même si c'est 30 minutes, je l'ai dit. Vous vous imaginez quand par exemple au bout de 15 minutes, j'arrive à faire 5 pages. Si je reviens dans l'après-midi, je fais les 15 minutes encore, je fais 5 pages, ça me fait 10 pages de la journée. Si je fais 10 fois 30, je suis à combien? À 300 pages. Ça veut dire que j'ai déjà au moins lu un roman dans le mois. Ça vaut mieux que de ne rien lire. Lire 1 page par jour vaut mieux 1000 fois que de ne rien lire. Donc il faut se créer les canevas. Je me dis que par exemple dans le bus, en rentrant chez moi, peut-être que si je ne suis pas très coincé, je sais que les bus sont ensardinés, mais si je ne suis pas très coincé, j'ai mon roman à côté, je le tire, je lis mes 2-3 pages, je continue. J'ai déjà eu un acquis de la journée. C'est-à-dire que le pire de toutes les choses, ou la pire de toutes les choses, c'est de laisser le temps couler et de se dire toujours qu'on n'a pas le temps. Oui. À force de dire qu'on n'a pas le temps, on n'aura jamais le temps. Or, je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu un temps précis et fixe pour faire de la lecture. Oui. Tous les moments sont propices. Si moi je sais que par exemple, je n'ai pas le temps toute la journée, j'ai au moins la matinée à 5 heures. En tant que bon musulman, je devrais aller à la prière. Si j'ai fini ma prière, je reviens, je peux consacrer, au lieu de m'endormir, je peux consacrer au moins les 31 heures de temps avant 7 heures pour au moins faire ma petite lecture. Ça me fait déjà une bonne dose. Oui. Et je rentre à la faculté Ragayardi avec un certain nombre d'idées. Peut-être un document qui te donne du tonus, un auteur qui t'insuffle une dynamique, un texte qui t'enseigne quand même des modes de vie. Toujours est-il que chaque fois que nous allons vers le livre, nous découvrons, nous apprenons, nous consolidons nos connaissances. Et en apprenant, en consolidant nos connaissances, nous forgeons une personnalité. Bien. Alors, par rapport à l'aspect temps, je vais vous lire un passage d'un auteur, il est un expert en développement personnel, il s'appelle Patrice Leroux, et il nous fait cette confidence-là. Il nous dit, une personne qui dort 8 heures par jour et qui travaille 40 heures par semaine dispose de 72 heures par semaine de temps libre. Voilà. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, son avenir dépend de ce qu'il fait de ces 72 heures par semaine. Je vous conseille de prendre l'habitude de lire une demi-heure par jour, soit 15 minutes le matin avant de commencer votre journée et 15 minutes le soir avant de vous coucher. Il dit, si vous adoptez cette nouvelle habitude, vous lirez 1 livre par semaine, 4 livres par mois, 50 livres par année, soit environ 500 livres en 10 ans. En fait, si vous êtes une personne qui sait lire et qui ne lit pas, vous n'êtes pas mieux qu'un illettré. Fin de citation. Oh. Voilà ce que Patrice nous dit. Docteur, quel commentaire? Formidable. Je pense qu'il a résolu le problème que j'essayais d'évoquer. Oui, oui. Seulement, ce à quoi il nous interpelle, c'est justement d'avoir un temps organisé. Malheureusement, nous en Afrique, je dis bien malheureusement, c'est la seule chose que nous disposons et c'est la seule chose que nous dépensons gratuitement. Nous passons nos temps par exemple dans les fadas. Lorsque vous êtes dans la fada, si toi tu sais que tu ne peux pas résister pour ne pas aller à la fada, tu apportes ton document. Quand il y a un débat qui ne t'intéresse pas, replonge ça dans ton document. Au moment où les gens vont faire leur discussion inutile, toi tu t'en es sorti avec une connaissance. C'est ce qu'il voudrait exactement nous dire. Oui. Vous imaginez qu'aujourd'hui dans le monde, je ne dirais même pas en Afrique ou chez nous, dans le monde les gens lisent de plus en plus moins. C'est-à-dire que les gens ne lisent plus, il faut dire. Maintenant, puisque les gens ne lisent plus, et que vous arrivez à lire, vous imaginez que vous devenez la lumière de cette époque. Oui. Et en devenant la lumière de cette époque, les 72 heures qu'il a dit là,
D'aucuns vous dira qu'il faut diviser ces 24 heures. Consacrer un temps pour Dieu, un temps pour le sport, un temps pour la famille, un temps pour tes activités, un autre temps pour tout simplement lire. Vous allez trouver que tous ceux qui sont intellectuellement bien posés vous diront que moi je n'ai de meilleur rapport qu'avec le livre. Et c'est ce qu'il essaie d'expliquer ici. En interprétant cela, on pourrait dire son dernier mot, et c'est ça qui est encore plus effarant. Vous imaginez que si les Africains se mettaient à lire tout ce qui a été écrit d'abord sur l'histoire de l'Afrique, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à faire une décolonisation des savoirs. Nous allons comprendre d'abord ce que les autres ont dit de nous. Et nous n'allons plus jamais attendre que les autres écrivent sur nous. Nous allons au contraire écrire sur nous-mêmes. Oui. Nous allons refaire l'histoire si on peut le faire. Nous allons refaire la géographie. Nous allons refaire nos identités. Que les autres sont restés de l'autre côté du regard pour pouvoir essayer de nous transcrire. Malheureusement, puisque nous ne lisons pas, les autres le feront à notre place et ils vont toujours continuer par nous décrire, ils vont toujours continuer par parler de nous à notre place. Bien, donc on va revenir par rapport aux techniques. Vous avez mis en évidence la posture, donc la position pour lire. Il y a également le cadre, le temps, le moment où il faut choisir son moment de lecture. Il y a aussi le cadre, je crois bien. Le cadre où est-ce qu'il faut lire? Il n'y a pas un cadre quelconque. On peut lire partout, docteur. N'importe où. Oui. Si c'est au marché. Je vous ai parlé déjà de la dame qui fait la cuisine. C'est le meilleur moment pour faire de la lecture. Parce que c'est un moment où la personne est très concentrée. Elle va lire un peu. Elle va se rendre compte que sa cuisine est en phase. Ça sent l'odeur. Elle met ses ingrédients. Elle continue encore. Bien. On va revenir. Je crois qu'il y a la fiche de lecture que nous allons permettre à nos téléspectateurs de voir. On va suivre un élément qui met en évidence ici les techniques pour une lecture efficace. Comment profiter d'une lecture. On va suivre l'élément. Pour une lecture efficace. Dans un premier temps, pour que ta lecture soit efficace, tu dois prévoir un environnement physique qui va être favorable. Donc, prévois un bon éclairage. Choisis une chaise où tu peux te tenir le dos droit, mais tout de même confortable, et élimine le plus possible les bruits qui pourraient te nuire dans ta concentration. Toujours en vue de préparer ta lecture, prends d'abord un moment pour réfléchir au sujet sur lequel tu t'apprêtes à lire. Par la suite, tu peux prendre connaissance de la table des matières qui se trouve en début de livre. S'il y a une préface ou une introduction, lis-la attentivement. Puis, tu peux t'attarder sur les titres et les sous-titres pour finalement prendre le temps de regarder les graphiques et les illustrations, ce qui va te donner une bonne idée du contenu général de ta lecture. Pendant que tu lis, fais une première lecture en survol, puis une deuxième plus approfondie. Un bon truc, c'est d'essayer de reformuler dans tes mots ce que tu viens tout juste de lire. Souligne ou surligne les passages qui te semblent importants, puis fais un résumé, toujours dans tes mots, à la fin de chaque section. D'autres petits trucs? En voici quelques-uns. À la maison, tu peux relire la section ou le chapitre à haute voix. Tente de repérer les mots-clés et écris-les. N'hésite surtout pas à demander à ton enseignant de t'expliquer ce que tu as moins bien compris. Tu peux aussi consulter d'autres livres qui parlent du même sujet. Ça va t'aider à te faire une meilleure idée. Encore une fois, essaie d'expliquer dans tes propres mots ce que tu viens de lire. Finalement, pour que les idées restent dans ta tête, tu ne gagneras jamais rien à t'énerver en faisant ta lecture. Respire et reste calme. Aie à portée de main un dictionnaire pour chercher les mots que tu ne connais pas. Garde toujours près de toi un marqueur pour surligner les passages importants et fais preuve d'un esprit ouvert. Bonne lecture! Différents aspects d'une lecture qui sont, en tout cas je pense que ça résume un peu le tout. Le cadre, la posture, et quand on lit, on ne peut pas lire aussi sans prendre note. Et à Nabli, je vais vous permettre de vous expliquer par vous qui êtes documentaliste, comment prendre note quand on lit, qu'est-ce qu'il faut souligner. Comme l'a dit docteur, il a pratiquement tout. Voilà. Donc là, c'est tout. Quand tu viens à la bibliothèque, par exemple, le monde que je connais,
Donc tu viens avec une idée, avec un thème précis dans lequel tu veux faire tes recherches ou bien que tu voudrais approfondir, n'est-ce pas? Donc, comme il l'a dit, et puis sur la vidéo aussi que nous voulons de visionner, les techniques, il n'existe pas plus... Il n'y a pas mille manières que de prendre des notes. D'accord? Donc, et là, il faut être organisé. Prendre l'essentiel, ce dont tu sais que tu peux retenir et ce dont qui peut te servir, pas prendre le tout. Dans la bibliothèque aussi, on a un système qui est de photocopie, de reprographie. Il y en a qui ne savent pas prendre des notes, donc ils voient les parties qui les intéressent. Donc juste à côté, il y a un service de reprographie, tu photocopies les parties, ou bien si le temps, par exemple, on a parlé du temps, le temps d'ouverture de la bibliothèque est restreint, ou bien toi tu es venu en retard au moins, donc là tu peux procéder à la photocopie. Je reviens encore sur le message que vous avez lu sur les heures, la répartition des heures de lecture. Donc le message s'adresse, je vois un peu l'image que j'ai l'habitude de voir dans les bibliothèques. On avait mis les micro-ordinateurs pour accompagner les recherches documentaires. Tu peux trouver sur Internet, pas forcément tout ce qui est sur Internet est bon, mais quand même si tu sais t'y prendre, tu peux trouver une multitude d'informations qui peut t'aider. Mais malheureusement, nous constatons que ces usagers-là, ils passent plus de temps à télécharger des films ou bien à regarder des films, des jeux et tout ça là. Donc, ce qui est déplorable. Or, ces instruments ont été mis en place pour vous accompagner dans votre recherche, pour accompagner, pour un peu compléter ce que vous avez appris au moment des cours. Donc, tout ceci fait partie des techniques de recherche documentaire. Donc là, dans le jargon, on l'appelle recherche documentaire. Donc, assembler le maximum d'informations possibles qui ont trait avec votre domaine ou votre sujet de recherche. Docteur, on est pratiquement le temps tire à sa fin. On va passer maintenant en revue la fiche de lecture. Qu'est-ce qu'on attend par fiche de lecture? Quelles sont ces différentes composantes? Alors, il faut entendre par fiche de lecture le compte rendu de votre lecture sur une œuvre quelconque. La fiche de lecture, comme son nom l'indique, est une fiche technique. Ça vous fait le résumé de l'ensemble de votre lecture sur l'œuvre. Le plus souvent, ce qui est conseillé, dès que vous commencez d'abord par le nom de l'auteur. Vous avez le nom de l'auteur, vous mettez nom de l'auteur, pap. Vous avez ici, par exemple, on a déjà commencé, dites Bobo Hama. Et vous mettez titre de l'œuvre, Merveilleuse Afrique. Maison d'édition, vous mettez Présence africaine. Nombre de pages, l'ensemble des pages, vous tournez, vous regardez la dernière page ici, c'est à peu près 267 ou 270 pages. Ok, vous avez pris cela. Maintenant, lorsque vous avez fini ça, vous regardez maintenant quelles sont les idées essentielles qui sont développées dans le texte. De quoi le texte est en train de parler. Si je connais déjà, j'ai maîtrisé ma lecture, je sais de quoi ça parle. J'écris ça. Ensuite, quel est le courant à travers lequel on peut rattacher l'auteur? Est-ce qu'il est un africaniste? Est-ce qu'il est du courant de la négritude? Est-ce qu'il est du courant du désenchantement? Est-ce qu'il est du courant de l'enchantement? Est-ce qu'il est du courant de l'écriture de l'illusion, etc. Oui. Ensuite, lorsque j'aurai fini avec ça, je prends note de rédiger par exemple 4-5 lignes. Je vous ai déjà parlé du petit résumé qui se trouve ici. Oui. Je prends ce petit résumé là, puisque peut-être que je ne trouverai pas idée aussi importante, mieux que l'éditeur en tout cas pour une première lecture, lorsque nous sommes en nos débuts surtout. Oui. Donc je prends ça, je mesure, je les note. Il ne faudrait pas oublier aussi que tout en lisant, j'ai mon cahier de notes pour deux choses. Je divise mon cahier de notes en deux parties. Et dans la première partie, je mets les citations qui m'intéressent pour pouvoir les utiliser dans mes devoirs, dans mes différentes rédactions et aussi dans mes différents débats au cours de la vie. Maintenant, l'autre partie, je prends et je note les effets de vocabulaire. Quels sont les mots que je n'arrive pas à comprendre? Là encore, vous avez vu, ça me fait un exercice supplémentaire pour me permettre d'aller vers le dictionnaire et rechercher les définitions. Oui. Lorsque nous sommes à nos débuts, c'est comme ça que les choses se passent. Mais au fil du temps, on va s'adapter, on va s'habituer à la lecture et on n'aura plus le temps de s'attarder sur la prise des mots. Mais toujours est-il qu'il faut toujours avoir
son cahier, son stylo à côté pour prendre les notes. Voilà un peu de manière résumée comment se présente plus ou moins la fiche de lecture. On est au temps du temps, au terme du temps qui nous est donné malheureusement. On va prendre vos mots de la fin. Nabil, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel message avez-vous pour nos téléspectateurs, les scolaires de manière générale rapidement? Mon message, c'est plus sur la fréquentation des bibliothèques. Il est très important. Il n'y a pas meilleur endroit où tu seras à l'aise pour lire, pour faire ta recherche que dans la bibliothèque. Ces dernières années, on a constaté tous que la lecture n'est plus le souci des jeunes lecteurs maintenant et des jeunes scolaires maintenant. Donc vraiment, c'est un message à l'endroit de ces scolaires. De revenir vers la lecture, c'est une bonne chose de prendre le meilleur parti de ce qu'on peut trouver dans cette lecture-là. Et à la bibliothèque, vraiment, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, surtout pour le monde universitaire que je connais. Nous avons des bibliothèques encyclopédiques, donc ça veut dire que nous avons du tout, tous les domaines de la connaissance donc sont représentés dans ces bibliothèques-là. Donc c'est surtout ça. C'est ça. Merci bien, merci. Je rappelle que c'est une forme de kamikaze qu'on vous a fait. Vous n'avez pas eu le temps suffisant pour préparer cette émission. Mais malgré ça, on vous remercie quand même d'avoir été. Vous avez été à la hauteur, il faut le dire. Docteur, notre thématique sur la lecture va prendre fin aujourd'hui. Quel message, quel est votre mot de la fin pour clôturer cette question de lecture aujourd'hui? Bien, je veux conclure avec un mot de Boubou dans Merveilleuse Afrique que j'ai ici, pour faire comprendre l'intérêt de la lecture. Ne se résume pas seulement à avoir une connaissance, mais ça va au-delà pour être une pratique de la vie. Lorsque j'apprends à travers un personnage, lorsque je découvre le monde à travers un personnage, lorsque je vois ce que fait ce personnage, je vous ai dit, on se construit une personnalité. Voilà ce que dans un dialogue que Boubou Ama, ou du moins Boubou en tant que personne a eu avec son ami Jean Rouge. Voilà ce qu'il dit de l'Africain. Suivez bien mon regard. Il dit, Mogo enfin dit à Jean, ce que je vais te définir, c'est d'abord la conception du monde qui détermine ma vision des choses et des êtres. Tous ceux qui ont une âme qui s'attache à notre âme. C'est là une grande question posée par l'un des vôtres, Lamartine. À sa question, l'Afrique noire répond par l'affirmative. Il dit, voilà donc, Jean, un angle sur lequel l'éternel humain nous ouvre une porte de l'univers. Sur ce sujet, je ne pose pas la question du poète occidental. Je ne sens pas comme lui cette réalité. Je n'exprime pas à son sujet le doute. Je réalise la matérialité de sa sensation et j'affirme que l'objet, quel qu'il soit, a une âme capable non pas seulement de s'attacher à notre âme, mais surtout de l'influencer dans le sens du bien ou dans celui du mal. Fin de citation. Pour dire tout simplement quoi? Pour dire que aujourd'hui, même si nos ancêtres ne sont pas là, l'essentiel en tout cas qui existe sur l'Afrique a été consigné dans les livres. Les gens l'ont déjà fait. Ce qui nous reste, c'est d'aller découvrir cette Afrique qu'on nous chante, qui nous semble comme étant quelque chose de très lointain. Elle est là à côté, elle est dans les rayons des bibliothèques, en train de moisir, sinon j'allais dire, en train de périmer dans les livres qui sont en train de devenir poussiéreux. J'invite tous nos amis, qu'ils soient du lycée, qu'ils soient de l'université, qu'ils soient du collège, qu'ils soient du primaire, et encore plus les parents à d'abord cultiver un goût de la lecture à la maison d'abord. Lorsque l'enfant n'a pas été modelé dans cette culture, ne l'obligez pas à partir de 30 ans d'aimer la lecture. Mais créez en lui ce modèle. Je l'ai toujours dit, les gens sont très contents d'acheter des DVD de Kirikou pour donner ça aux enfants et qu'ils le regardent. Mais les gens ont oublié que Kirikou a été adapté de Izigani de Boubou Ama. Donc il y a les contes. Vous voyez, dans les films, on nous lit toujours des textes. Il y a des petites histoires qu'on pourrait lire à l'enfant avant qu'il ne dorme. C'est tout simplement une invitation à chacun de nous, à moi, à lui comme à l'autre, d'aller vraiment vers le livre, de l'aimer, puisque lui ne nous trahira jamais. Je vous remercie. Merci bien, docteur.
Amis jeunes téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Bonferré, nous sommes au thème de ce numéro, de cette thématique consacrée à la lecture. Nous remercions beaucoup l'équipe de réalisation de cette émission, nos invités qui ont bien accepté d'être là et vous-même téléspectateurs qui êtes restés fidèles à cette émission. Merci de nous avoir suivis, on ne le dira jamais assez. Lisons, retournons vers la lecture, c'est la seule manière d'être homme, docteur l'a dit. Il faut lire, sans lecture nous ne sommes rien. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Restez à l'écoute des programmes de la radio et télévision Bonferré. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.